La lutte, la résistance en Afrique francophone, des Camerounais particulièrement de l'UPC, a inspiré d'autres pays. Même Mandela, lui qui est une légende, qui a été célébré dans le monde entier. Mandela a toujours célébré la résistance au Cameroun. C'est aujourd'hui que beaucoup de Camerounais, ou bien même en Afrique, sont en train de vanter, oui, c'est des héros, et qui se sont réunis dans un bloc qu'on appelle l'AS. Quand on les voit, on va dire, vive Assimi Goïta. Oui, on applaudit. On va dire, il a réussi à apporter quelque chose. On applaudit le Niger. On applaudit le Burkina Faso. Mais le jeune capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il s'incline devant les héros de la résistance du Cameroun. Lui, il motive son peuple de s'inspirer de la résistance des nationalistes camerounais. Pour les réchauffer à bloc, il raconte l'histoire du Cameroun. Lui qui est tout simplement né en 1988, c'est-à-dire que Biya était déjà au pouvoir quand Ibrahim Traoré est né. Biya était au pouvoir. Et Biya ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Biya n'a pas fait qu'on enseigne l'histoire du Cameroun, l'histoire des nationalistes dans des programmes scolaires, rien. Mais vous vous rendez compte, au Burkina Faso, pays des hommes intègres, pays de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré s'assoit, il vous parle de la résistance et des nationalistes, des héros du Cameroun. Il ne peut pas connaître un Zozo comme Elimbi Lobé. Il ne peut pas connaître un Momo. Mais il connaît les nationalistes camerounais. Comment se peut-il qu'en Afrique de l'Ouest, et où ils sont en train de se débarrasser, de couper le cordon colonial, il parle en bien des nationalistes camerounais. Mais les soi-disant panélistes, journalistes, faux activistes de nos chaînes de télévision, ils disent que ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Lorsqu'on voit comment le tapis rouge était déroulé quand ils étaient, jusqu'à présent on célèbre, il y a même un lycée à Conakry, en la mémoire de Félix Moumier. Quand on voit comment est-ce qu'ils ont été accueillis au Ghana, quand on voit comment est-ce qu'ils étaient considérés en Algérie, on ne pouvait pas imaginer que c'est dans leur propre pays où ils sont morts comme des martyrs. Au lieu qu'ils aient des stèles, au lieu qu'ils aient des journées de commémoration et tout, Paul Biya tout simplement fait un décret voté à l'Assemblée RDPC, qui était unicolore à l'époque, pour dire oui, ces gens quand même, on les réhabilite. Ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des maquisards, ce sont des nationalistes. Le même régime donc qui a reconnu ces nationalistes-là pousse encore des gens dehors pour aller dire que ce sont des bandits. Et ils n'ont pas honte de voir que ces gens
qui ne reconnaissent pas chez eux, où il n'y a pas une place pour les honorer, pour les commémorer. Il n'y a pas de date que ailleurs. Ils sont plutôt à l'honneur. C'est une véritable leçon, d'ailleurs un gifle, pour les soi-disant politiciens camerounais, de voir justement cette prise de position de quelqu'un qui pourtant n'est pas en Afrique centrale, mais qui reconnaît justement la bravoure, le patriotisme, le nationalisme de l'UPC. Regardez juste une intervention et une véritable leçon d'histoire d'Ibrahim Traoré à Paul Biya et à tout son régime de nazis, tout son régime négationniste, révisionniste. Ici, nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pouvez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le Bakassiba. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ici en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Voilà. Ne soyons pas lâches. Jeunesse africaine. Je suis le survivant de 63 personnes sorties de la prison de Tchad en 1959 et que les 62 autres ont été fichés ici dans la Belgique et devant moi. Je suis encore seul jour. Qu'on lui bande les yeux avant sa mise à mort. Son sourire ne l'a pas quitté pendant qu'il était criblé de balles. Le procès commence quand? Le 26 décembre. Ça dit qu'on a encore les alcools plein la tête. C'est là qu'on fait le procès de Wandji. Et Ali Diop, tout bêtement, il fait diffuser le procès de Wandji. Et c'est là que nous, notre jeunesse, on avait 20 ans, on découvre que le monsieur qu'on appelle le chef de la rébellion, le Macky Sall, est d'une stature terrible. C'est comme ça que nous sommes entrés à l'UPC. Par admiration pour Ernest Wandji. Toute la génération, là, les Ekane et Anissé et tout ça, là, on est entré à l'UPC parce qu'on a suivi le procès Wandji. Donc le procès a lieu. Et on désigne un éditorialiste. On n'avait pas de télé, Radio Cameroun. Et qui est l'éditorialiste? Un bandit qu'on appelle Jean Zoua. Un prélat. Donc c'est lui qui tous les jours est à la radio.
pour dire qu'il faut tuer ces gens-là, y compris son collègue, l'évêque de Kossamba, Albert Domou. Voilà comment le procès a lieu avec une médiatisation terrible. On montre les photos, on montre les mots qui sont en train d'aller au tribunal, toutes les photos, toutes les photos. Après une longue carrière de moniteur indigène entamée en 1944, le natif de Douala, dans l'arrondissement de Bana, à l'ouest du Cameroun, s'est lancé dans la vie politique en rejoignant dans un premier temps les mouvements syndicaux et plus tard les rangs de l'UBC à sa création en 1952. Il en est devenu le vice-président, puis le leader en 1961. Avec courage, il a conduit plusieurs manifestations largement suivies dans la ville de Douala et dans plusieurs autres bastions du Parti nationaliste. Elle reflétait l'aura d'un visionnaire qui savait haranguer les foules et polariser l'attention même des jeunes générations. Il y a un monsieur qui est Foucault, qui était l'homme de la France-Afrique. Foucault était à Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pressions pour qu'on n'assassine pas ces gens-là. A commencer même par le conseiller politique de Aïdjo, qui s'appelait Séga Kouo, qui était un UPCiste, et qui a dit à Aïdjo, il est déjà fatigué, il n'y a plus de maquis, donne-lui une résidence, il sera surveillé, mais ne le tue pas. Les étudiants ont fait pression, il y a même des professeurs d'université qui ont demandé qu'on ne tue pas les gens. Mais Foucault n'était pas loin. Foucault est venu dire à Aïdjo, il faut tuer Wandji. Et j'attends, il était au Gabon. Si Aïdjo ne tuait pas Wandji, on ne sait pas s'il allait rester à son poste. Ernest Wandji avait su donner le ton et l'exemple du courage, de la confiance et de la fidélité en ses convictions. Vous savez, l'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais s'est dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue. Il ne faut pas oublier que le président de la République du Cameroun, qui s'appelle Aïdjo, a mis beaucoup de temps pour sortir les gens de l'ouest des maquis, construire des routes, donner de l'argent, etc. Donc, la réalité, c'est que le maquis était encerclé. Il n'y avait plus de lieu sûr. Parce que quand on dit, pour nous qui avons fait la révolution, qu'on a étudié les luttes révolutionnaires, quand le chef, le QG commence déjà à se déplacer, c'est qu'il n'y a plus de sécurité. C'est-à-dire que Wandji, en fait, était dépassé par les événements. Ce n'était pas de sa faute, mais il faut dire qu'on a mis le paquet, aussi bien comme on l'a fait en Pays Bassa, qu'en Pays Bamileke, on a précipité les gens du haut des chutes. On a bombardé Badenkop au Napalm. On a brûlé beaucoup de villages. Il est attrapé. Tous sont à la BNN, traumatisés par la violence de la torture. C'est-à-dire que la Gestapo a été reconstituée à Yaoundé, à la BNN, où on torturait à l'électricité. Où la France a copié les méthodes de torture de la Gestapo pour venir les appliquer aussi bien aux Camerounais qu'aux Algériens du FLN et au peuple algérien. C'est pour ça que les peuples algériens et camerounais sont des peuples frères dans la torture, dans la lutte pour leur indépendance, parce qu'ils ont pris les armes. Personne d'autre dans l'empire colonial français d'Afrique, personne d'autre n'a pris les armes, sauf l'Algérie et nous. Voilà. Il y avait 3 procès. Il y avait un procès en Union soviétique
Il y avait un procès en Espagne à la même époque. Et il y a le procès de Yaoundé qui fait la une des journaux. Un prélat, parce que le truc c'était le prélat condamné à mort. Donc pendant le congrès, on décide donc de faire des cartes postales dans lesquelles on adresse à Pompidou, le président français, pour demander de surseoir à l'exécution des condamnés à mort. Évidemment, le Vatican aussi dit, mais vous n'allez pas condamner un évêque à mort. Pompidou insiste pour que les ubécistes soient tués. Georges Pompidou a-t-elle enseigne qu'au lendemain de l'assassinat de Wandier, au mois de février, Pompidou fait une très grande visite d'État au Cameroun. C'était pour l'accompagner. Mesdames et messieurs, on l'a traité de bandit. Nous le traitons de héros. Et comme nous ne pouvons pas accepter que notre mémoire, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui se sont sacrifiés pour nous, ceux qui ont abandonné femmes, enfants, ceux qui ont été fusillés comme des animaux, que leur mémoire encore soit oubliée, soit encore salie par des individus qui n'ont jamais rien fait pour notre pays, mais qui sont uniquement là pour créer encore d'autres guerres, des guerres tribales, qui sont en fait des agents de la colonisation et du régime colonial, néocolonial de Yaoundé. Nous devons dire non. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette émission est un peu plus spéciale, pour rétablir l'histoire, pour rétablir l'honneur d'un homme qu'on veut jeter dans la poubelle, d'un héros de la résistance. Et pour tous les héros qui sont morts, qui ont été assassinés, avec la complicité ou alors le dictat colonial de la France, nous allons observer juste une minute de silence. Merci. Peut-être nul n'est prophète chez soi, mais les héros sont toujours célébrés chez eux. Dans notre pays, ils sont plutôt, non seulement leur mission est dévoyée, mais on préfère prendre plutôt des bandits pour jouer au shérif. Tout cela avec un objectif, à savoir qu'aujourd'hui, il y a un candidat qui est Bamileke, qui j'aime. C'est ça la réalité. Comment faire pour que Maurice Kamto ne devienne jamais président, qu'un Bamileke ne prenne jamais le pouvoir? Pour la petite histoire,
j'ai déjà déclaré, j'ai repris la déclaration de Margaret Thatcher en 1987 qui disait l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, jamais. Mandela au pouvoir, c'est un terroriste. Les puissances occidentales avaient donc pour devoir de maintenir l'apartheid, de faire que les Noirs n'arrivent jamais au pouvoir. Et ils ont utilisé qui? C'est sur place qu'ils ont utilisé l'apartheid. Mais l'histoire s'est toujours tournée et nul ne peut bloquer le destin. C'est quand on lance plutôt ce genre de défi que Dieu vous montre que c'est lui qui décide. C'est l'ANC qui pourtant, on disait que c'est affaibli. Et que le régime d'apartheid était parti pour gouverner à vitam aeternam. C'est ce régime qu'on croyait si fort, soutenu par le Royaume-Uni, par les États-Unis, par tous les pays occidentaux, qui ne voulaient surtout pas entendre parler d'un noir au pouvoir. Mais quand l'heure est arrivée, bam, Frédéric de Klerk a commencé à négocier avec le prisonnier Mandela. Puis sorti de prison. Et hop, tapis rouge pour le pouvoir. Mais il ne s'est pas vengé. Parce que les grands hommes ne se vengent pas. Quand il est arrivé, il est devenu l'apôtre de la réconciliation nationale. On faisait peur aux Blancs. Et ils se disaient, s'ils perdent le pouvoir, ils sont perdus. Mandela allait tous les tuer. C'est comme ça que les racistes faisaient partir ces idées-là qui, finalement, rendaient le peuple extrémiste. Mais à une certaine période, il ne pouvait plus. « 2025 est donc un tournant pour le RDPC. Le RDPC a tenté tout ce qu'il faut pour diaboliser l'opposant numéro 1. Celui qui leur fait mal. Ils l'ont jeté en prison. Il est sorti. Ils ont dit qu'il est fini, c'est un petit parti parce qu'il n'y a pas les élus. Mais tous les jours, on ne parle que de lui, Maurice Kamto. Et comme on voit que, de plus en plus, sa cote de popularité monte, on commence donc à effrayer, à venir avec ses propos, pour essayer de diviser. Maurice Kamto aujourd'hui, il a beau dire qu'il aime tous les Camerounais. Mais le RDPC est en train de vouloir nous démontrer que non. Vraiment, si les gens arrivent au pouvoir, on est fini, on est cuit. Oh, ils vont tout. On avait d'abord quoi? On a eu quoi? À part le vol, à part les inégalités, nos enfants ont eu quoi? Le pire. Il n'y a eu quel développement? Rien. Il disait que Paul Biya a apporté la guerre. La paix. Oui, c'est prêt là. Avec ces guerres qu'on connaît là. Partout dans le Cameroun. Et puis, entre eux,
en train de bagarrer, de sortir des couteaux, des machettes, des flèches. Et ils vont faire un coup d'État. Ça se bavarde de plus en plus. J'ai regardé la vidéo de l'individu qui disait qu'il est à Yaoundé et qu'il y aura un coup d'État le 20 mai. Qu'on va tirer sur le cortège. Et patati et patata, il a brandi son passeport. Mais qui va faire ce coup d'État? Qui est prêt à faire le coup d'État? Mais le régime Biya s'est toujours servi des prétextes de coup d'État pour faire des purges. En 1983, Biya a commencé à parler de coup d'État. Alors qu'il n'y avait même pas l'ombre d'un coup d'État. Et puis, en 1984, le 6 avril, on connaît ce qui s'est passé. À cette époque-là, le problème c'était les Wadjo. C'était les gens du Nord qui voulaient tuer, qui voulaient arracher le sexe aux... Ils ont mis ça dans la tête des Camerounais. Et c'est comme ça qu'ils ont refait la purge. Toute la garde républicaine a été balayée, assassinée. Et puis jetée dans des fosses communes. Quand on tuait les Camerounais là, c'était qui? C'était les bandits de l'UPC. En 1984, là, c'était les bandits de l'UPC. C'était Ernest Ouandjé qui est revenu, qui a pris les armes. Et qui a commencé à tirer sur, qui a commencé à organiser les coups d'État, qui a voulu déstabiliser. Ce n'était pas la garde républicaine. Ce n'était pas l'armée de Biya. Et ce n'est pas Yeto qui lui avait donné le pouvoir avec les mêmes gens-là. Mais ils nous avaient monté. C'est pour ça que je vous dis que le problème n'est pas une tribu. Ils vont nous trouver un ennemi chaque jour. Quand ils avaient vu au niveau de l'UNDP, ils ont dit que, hein, qui est en train de venir là? Ah non, 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 non. On ne veut pas. Oh, c'est un beau tribaliste. Il est ceci et cela. Et tout, et tout, et tout. C'est ce qu'on nous avait dit. Le coup d'État qu'ils sont donc en train d'annoncer, il faut savoir que c'est quelque chose qu'ils eux-mêmes ils sont en train de préparer. À l'intérieur, ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire le coup d'État. Ce n'est pas un tribu qui est en train de programmer un coup d'État. C'est eux-mêmes à l'intérieur qui attendent tout simplement parce qu'ils voient déjà que Biya est fini. C'est eux qui veulent maintenant organiser ce véritable coup d'État. Ce n'est pas Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que s'ils vont à l'élection avec Maurice Kamto dans les conditions normales, ça risque de se gâter. On parle de coup d'État. Posez-vous des questions. Je vous ai dit que depuis un certain temps, on construit un bunker à Bastos, dans le haut siège du Bir. Ce bunker-là, c'est pourquoi? Je vous avais déjà dit que le Bir avait acheté de nouvelles armes avec Iran Moïse et de nouvelles tenues qu'il devait bondir sur la capitale. Maintenant, vous qui êtes à Yaoundé, si vous êtes journaliste ou même un simple civil, je vous envoie à vérifier quelque chose entre Van et Info. Il y a, après Van là, Info. Vous allez voir la construction de quelque chose. Vous savez ce qu'on construit là-bas? C'est une base du Bir. Cette base du Bir aura à la fois des chars de guerre
l'artillerie lourde, ce sera stocké là-bas. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans les entrées de la ville. Allez voir. C'est en train de se construire. Et ils sont en train de renforcer les effectifs. Ce qui est encore, qui devrait attirer votre attention, c'est que les populations qui sont vers ce côté-là, même pas l'escalier vers la route de l'Est. Ce centre qu'on construit, on a déjà commencé les entraînements là-bas. Les entraînements se font là-bas. Ils appellent ça en réel. C'est-à-dire, vous allez entendre au milieu de la nuit des tirs. C'est des vrais tirs. Ils ne sont donc pas là pour s'amuser. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Donc, Elibi n'est que dans la continuité d'une logique de prise de pouvoir, de coup d'État. Celui qui vous dit là que oh, on va faire ceci et cela, on va tirer sur Biya le 20 mai, je ne sais pas s'il a fait les visions ou ceci et cela. Mais c'est dans leur programme. C'est dans leur programme. Ils ne demandent pas à Biya de rester au pouvoir parce qu'ils aiment Biya. Mais ils attendent que Biya, qui de plus en plus est affaibli, soit calmement déposé. Et comme ça, c'est qui, avec la popularité, qui ont un plan politique, qui ont un programme politique plutôt, qu'ils n'arrivent pas au pouvoir. C'est le rôle de Oblak qu'ils sont en train de préparer. En 2018, ils sont venus avec les gens de Transparency International pour annoncer de valider une fausse élection. Cette fois-ci, ils se rendent compte que les grandes villes sont en manipulation. Et le Nord a eu à leur tourner le dos. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'actuellement dans le billet, il y a autre chose qui se passe là-bas. Les gars du Nord ont dit qu'ils ne sont plus des moutons et qu'ils ne vont pas accepter ça. Ne dites pas que je vous avais pas dit. Ils ont des groupes, ils parlent dans leur langue. Parce qu'ils voient ce qui est en train de se former. Donc ils ont dit qu'ils ne peuvent plus accepter que les bandits là, qui prennent le pouvoir. Donc quand on dit qu'ils vont s'entretuer, ils vont se tirer dessus. Parce qu'ils se disent, certains se disent là que ils ont beaucoup d'argent, on va se dire, oh, on va faire le hold up, ceci, on va faire ceci. Et ça. Le problème, c'est que le BIR est déjà divisé. Jamais le BIR n'avait été divisé. Et ce qui est terrible, c'est que la gendarmerie également aussi, elle n'est plus dedans. Et quand vous suivez les revendications qui viennent de plus en plus du BIR, vous commencez donc à vous inquiéter. Vous devez vous inquiéter parce que, d'ailleurs, je crois que l'une des dernières sorties de la gendarmerie nous dit déjà beaucoup et assez, nous renseigne qu'aujourd'hui, la grande muette bavarde. Et vous devez toujours donc être prêts parce que quand ça commence avec des revendications, avec ceci et cela, vous devez savoir que ce n'est pas fait par hasard. Voici une sortie qui vient tout droit de nos forces de sécurité, ou plutôt de la gendarmerie, qui exprime aussi son mal-être, qui commence exactement les mêmes revendications qui précèdent toujours parfois la déstabilisation d'un pays. Nous, militaires de la gendarmerie nationale, corps d'élite, vivons de plus en plus les pires des brimades, des menaces et le mépris de tout genre de la part de notre grand chef depuis le 2 mars 2018, date à laquelle il a été nommé à ce prestigieux poste. Nous avons jubilé, même fêté, croyant qu'avec son arrivée, les choses allaient changer et que nous, les gendarmes, pouvons servir en toute quiétude et avec honneur, fidélité et loyauté. Hélas, nous ignorons le sort qui nous est réservé.
C'est dans cette veine que nous constatons avec amertume que c'est plutôt la continuité des pires moments des gendarmes. Aujourd'hui, même un voleur qui se trouve entre nos mains n'a aucunement peur, parce qu'il suffit d'une simple intervention venant du haut, sa situation de voleur peut être simplifiée à sa simple expression, et c'est la population qui en paye le lourd prix. Nous ne disposons d'aucun mécanisme juridique pour nous permettre de nous exprimer face aux mots que nos chefs nous infligent au quotidien. Comme pour dire que le militaire ne se justifie pas devant sa hiérarchie, il exécute d'abord avant de faire une réclamation. Il ne peut dire qu'à vos ordres, même si c'est sa femme qu'on récupère. Nous n'avons jamais et à grand jamais entendu un jour que notre grand chef nous a solennellement tenu un discours, nous félicitant pour tout le travail que nous abattons au quotidien, parfois au prix de nos vies. S'agissant de Calvaire, des unités de brousse, celles-ci sont dégarnies, alors qu'on dit la gendarmerie nationale est à vocation rurale. Comment pouvons-nous comprendre qu'un simple bureau au CGN, dont le travail en séance est de ranger quelques papiers, ce bureau se trouve avec un effectif de 10 gendarmes, alors qu'en brousse, où vivent les populations et leurs biens qu'on est appelé à protéger, l'on trouve des unités avec un effectif max de 4 éléments. Et parfois, parmi les 4, il y en a 2 qui sont évasants. Tout simplement parce que les gendarmes à papa ne veulent pas la brousse. Le service de garde de corps se fait par familiarité et affinité. Parlant de la rotation, de la dotation de tenue ou uniforme gendarmerie, excepté la tenue ou l'uniforme, les autres effets tels que insigne de béret, ceinture et ceinturon, rangers, la chemise interne, la montre GPS, les chaussettes n'ont jamais existé pour tous les gendarmes, surtout les unités de brousse. Le fait que les gendarmes se trouvent avec les différentes qualités d'uniforme sur le terrain est une preuve évidente. La vente des tenues de dotation est devenue un business pour certains de nos chefs, alors ce sont des tenues dont l'État débourse d'énormes moyens à cet effet. S'agissant des locaux des unités, surtout celles départementales de la gendarmerie, l'autre là, c'est sans commentaire. Il y a des unités faites en matériaux et matériel provisoire qui ne peuvent contenir les suspects, surtout dangereux, nous exposant plutôt à la merci de ceux-ci. Dans les contrôles routiers, nous sommes confrontés à des mépris et parfois les violences envers nous à cause de nos chefs qui font déjà de la politique en intervenant dans tout, paralysant ainsi nos services. Revenons-en sur les différentes zones d'insécurité telles que le Nozo et l'extrême nord, par ricochet l'Est. Cette insécurité est nourrie par la volonté manifeste de nos hauts responsables militaires et administratifs de ne pas en finir avec cette situation. Parce que plus ces guerres nourrissent leurs poches et familles au détriment de la vie des militaires. Nous vivons ces guerres depuis presque 12 ans. Elles ont des milliers de victimes. En réalité, nous faisons cette guerre contre nous-mêmes. Dans cette guerre, sur le front Nozo et extrême nord, c'est la gendarmerie qui a plus perdu ses hommes à cause du manque d'équipement. Des jeunes gendarmes qui n'ont que 3 et 4 ans de service ont perdu leur vie pour défendre quelle cause, si ce n'est l'intérêt égoïste de nos chefs. Nous prenons l'exemple de la garde des points sensibles. Dans les ministères, dans les autres services publics, dans certaines entreprises et sociétés publiques, parapubliques et même privées, dans les plateformes et les barrages hydroélectriques tels que Memvele, Nactigal, Lompanga et autres gardés par différents corps, y compris la gendarmerie. Tous ces autres corps sont rémunérés sur ces services puisque nous savons tous que l'État sort les moyens y afférents, mais les gendarmes n'ont rien.
dans tous ces postes. Puisque les autres corps avec qui nous travaillons nous disent de la manière dont ils sont gérés. Nous travaillons pour gonfler les poches de nos chefs. Nous leur assurons que la fin, c'est pour très bientôt. Nous n'allons pas continuer à subir ainsi pour partir en retraite sans un logis. Je reprends. Nous leur assurons que la fin, c'est pour très bientôt. Nous n'allons pas continuer à subir ainsi pour partir en retraite sans un logis. Le pire est qu'au lieu de nous galvaniser, afin de nous faire oublier ces abus, notre grand chef trouve mieux de tenir sans cesse des discours révoltants à notre endroit. Ces discours sont tous des menaces. Nous les gendarmes, tous statuts confondus, nous ne pouvons continuer à subir ce manque de reconnaissance et de considération. Si nous avons supporté jusqu'ici, c'est parce qu'on est patriotes et nous respectons tout simplement notre peuple opprimé et faisons notre job malgré ces difficultés que nous rencontrons. Les paiements des primes ne sont pas respectés. Les unités territoriales n'ont pas de matériel didactique et moyens de déplacement, sauf peut-être les unités de Yaoundé. Comment peut-on comprendre que nos jours, au XXIe siècle, nous faisons encore les PV à la main? Nous précisons que 80% des unités départementales et mobiles de la gendarmerie, surtout du Grand Nord, n'ont pas de moyens de transport permettant de vite intervenir sur le terrain en cas de besoin. Pire encore, les moyens didactiques, au cas où il faut établir les rapports, les correspondances ou bien les PV judiciaires n'existent pas. Si on se réfère à l'habillement, comment pouvons-nous comprendre qu'un gendarme travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12 peut se retrouver avec une seule tenue de dotation là et qu'il doit la porter chaque jour, même après la pluie? Nous faisons parfois les procédures à nos frais. Ces frais sont parfois cueillis de notre minable salaire qui ne nous permet même pas de nourrir notre petite famille. Parfois, nous sommes contraints d'imposer aux usagers le paiement des frais de procédure qui souffrent également de la pauvreté. Question d'éviter d'éponger nos misérables salaires au détriment des dépenses normalement imputables à l'État. L'élection présidentielle est en vue et le moral du gendarme que nous sommes est très bas. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à supporter ces menaces, ces brimades, intimidations et manque incessante de considération. Par ailleurs, nous invitons les Camerounais à aller au CGN et voir ceux qui peuplent les bureaux et services des séances. Nous invitons également les Camerounais à scruter les postes stratégiques au sein de la gendarmerie. Nous sommes certains que vous allez, comme nous, constater qu'il y a tribalisme nourri de ce côté. C'est le centre sud-est qui gère toujours la gendarmerie comme d'autres administrations dans ce pays. Nous n'allons pas continuer ainsi. Les affectations dans les unités, les postes et les services juteux, les stages et les missions étrangères dans la gendarmerie, ce n'est plus une affaire d'équipe, mais plutôt, il faut appartenir à une entité ethno-sociale. Pour entrer dans un stage, gendarmerie, CAT2, CAT3, OPJ, nous déboursons de fortes sommes d'argent, y compris les avancements, qu'on peut dire que c'est un acquis. Il y a des gendarmes qui ne connaissent que Yaoundé et Douala durant leur carrière. D'autres orphelins font parfois 15 postes d'affectation en 20 ans.
15 postes d'affectation en 30 ans de service. En moyenne, 2 par poste d'affectation. Comment celui-là peut-il avoir une famille normale? Des enfants éduqués et en sécurité? Pour les missions onusiennes, entre parenthèses, RCA et autres, il faut être millionnaire pour effectuer cette mission. Et quand tu reviens, il faut se partager les revenus de cette mission avec ceux-là qui t'ont envoyé. Au cas contraire, on t'affecte dans la zone rouge. Nous adressons nos doléances au ministre Tiassomo, qui a toujours prêté une oreille attentive à nos préoccupations. Monsieur le ministre, nous vous prions de revoir les conditions d'accès au statut de sous-officier et sous-officier de carrière, communément appelé SOC. Ces conditions misent à mal l'esprit du militaire. Surtout, le passage qui demande à avoir 5 ans de sous-officier avant 15 ans de service. Comment peut-on être un militaire qui n'a jamais été puni, encore moins indiscipliné, sous prétexte qu'il n'a pas eu 5 ans de sous-officier avant 15 ans de service? Il se trouve en train de faire 14, voire 15 ans d'adjudant-chef. Alors qu'il pouvait au moins partir adjudant-chef-major. Ce n'est pas vraiment sérieux, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous militaires sollicitons être dotés de 2 uniformes complets l'an et non une, comme d'habitude. Sauf si vous n'êtes pas au courant. Nous sommes très mal habillés, en majorité à cause de ça. Monsieur le ministre, nous vous supplions de supprimer le document qu'on appelle acte de réengagement, surtout dans nos dossiers d'avancement. Ce document ouvre la porte d'arnaque, surtout pour les gendarmes. Monsieur le ministre, nous souhaitons par ailleurs que le SOC soit supprimé du dossier d'avancement pour le grade d'adjudant-chef-major, qui doit être un acquis pour tous ceux évoluant normalement dans leur carrière. Monsieur le ministre, nous gendarmes souhaitons aussi que les stages internes de la gendarmerie soient réguliers et soient lancés par promotion. Nous ne comprenons pas pourquoi recruter 3000 gendarmes pour prendre un quota de 800 gendarmes dans les stages alors que les autres ne sont jamais punis. Monsieur le ministre, les gendarmes souffrent énormément d'oppression. Vous êtes le patron de l'armée. Faites quelque chose parce que la gendarmerie est pourrie dans toute sa composante. Pour clore, nous souhaiterions très honnêtement que nous les gendarmes, que notre grand patron fasse preuve de reconnaissance envers nous, qui, autant que fait se peut, rendons quelque part un service à notre pays, au lieu de tenir des discours, des brimades, des menaces et d'intimidation à notre endroit. Si l'on parle de monsieur le CGM aujourd'hui, c'est parce que nous existons. Je n'ai rien à ajouter, mais juste une alerte. On ne dira donc pas que c'était l'ennemi qui a voulu détruire, qui a voulu déstabiliser le très beau régime de Paul Biya. On ne peut pas être dans un pays, d'un côté, on vous dit que
ceux-ci, ils tournent à Yaoundé. On vous dit que d'autres sont en brousse dans des guerres où ils meurent, ne sont même pas remplacés. Même l'argent du BIR est déjà détourné. Sans oublier que même ceux qui devaient construire les routes à Kondotiti, eux aussi se sont plaints auprès de moi, en me disant que nous devons avoir 20 000 francs par jour. Mais nos chefs sont en train de bouffer tout cet argent-là. Qui veut déstabiliser dans le pays? Qui veut la guerre dans ce pays? Ce sont ces gens qui vous disent qu'ils sont des patriotes et qui vous montrent que ce sont les opposants, les activistes, les journalistes qui sont les ennemis de la République. C'est eux. Vous avez vu les gendarmes accuser qui là? Le BIR accusait les opposants. Mais vous vous dites que ce sont les opposants qui achètent les armes pour créer la rébellion. Est-ce que vous avez vu que les hommes en tenue, parce que quand Elimbilobe et les autres vont arriver là, ils vont dire que oh yo, et bien les Congolais ont cotisé, ils ont envoyé les armes pour déstabiliser le Cameroun. C'est eux qui ont gâté Douala. C'est pour ça qu'il y a les routes qui sont toujours avec des nids d'éléphants à Douala. Elimbilobe ne voit pas ça. Il ne va pas accuser quelqu'un d'autre. Il ne va jamais accuser le régime pour le mal-être qu'il y a là-bas. Les sociétés qui avaient allé, on a fait déménager ça. On appelle Douala capitale économique. Qu'est-ce qu'il y a d'économie encore à Douala? Il n'y a plus rien. C'est resté une coquille vide. Et aujourd'hui, les gars, ils ont gardé de l'argent pour faire la guerre, pour financer la guerre. C'est eux qui également se nourrissent de l'argent de la guerre dans le Nozo. C'est l'économie de guerre. Ils savent que ce n'est pas par ça qu'ils vont arriver au pouvoir en vous dressant contre les autres ennemis. Alors que c'est votre vie qui est en train d'être foulée aux pieds. Voilà un régime où on vous dit que le chef des armées n'est jamais allé au front. Mais on vous dit qu'il doit continuer à diriger le pays. Paul Biya doit continuer. Parce que c'est le chef des armées qui n'est jamais allé au Nozo. Qui ne parle pas à l'extrême nord. Mais il envoie les autres là-bas. Quel est le chef des armées qui n'a jamais vu aller au front? N'est-ce pas qu'on voit comment est-ce que les autres partent là? Les Assimi Goïta. Déby ne partait pas au front. Et même son fils, ils vont au front. Lui n'est jamais parti. Il n'est même jamais parti s'incliner devant les dépouilles de ces gens-là qui meurent dans des guerres qu'il est parti créer. Pendant ce temps, celui qui n'est pas chef des armées, celui qui est au fond de tout, vous avez pu le constater. Maurice Kamto, à qui on attribue des super pouvoirs. Oh, il faut qu'il se désengage de ceci, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela. Oh yo, il faut qu'il arrête son armée, il faut qu'il arrête les gens qui veulent détruire le pays, etc. Pendant ce temps, c'est lui qui reçoit, y compris les artistes, qui vont auprès du peuple. Pour lui, il est Dieu. Il n'explique rien. Il n'y a pas de projet de société. Rien. Vous avez pu encore voir. Nous sommes dans un pays où les artistes n'ont pas de droits d'auteur, où les artistes n'ont rien. Mais vous allez voir des mendiants là qui vont nous dire que oh, comme on va inviter d'aller jouer au palais, je supporte Paul Biya, c'est comme pour les Bamileke qui veulent gâter ce pays-ci. Un président doit être sur tous les fronts. Notre musique est tombée. Et vous avez pu voir. La cote de popularité, ça les gêne. Parce que quand on sera candidat, oubliez ceux qui vous ont dit qu'il ne sera pas candidat. Il sera candidat. Si on en pose. Il sera candidat. Ils ont déjà peur. Ils commencent donc à créer des guerres. Ils ont vu comment est-ce que les artistes sont en train de courir vers lui, mais malheureusement, je ne peux pas montrer quand même pour voir les anges. Et c'est comme ça qu'on veut
désormais les hommes de proximité, les hommes qui descendent sur le terrain, les hommes qui sont préoccupés par les besoins du peuple, les revendications du peuple. On veut des hommes qui maîtrisent le terrain et non quelqu'un qui est seulement bloqué là-bas à étudier. Et que les autres ont déjà pratiquement pris en otage. On parle même d'un coup d'État qui va arriver, mais il y a déjà un coup d'État. Qu'est-ce qu'il gère encore? Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on attend tout simplement quand ils vont tirer au niveau de la poste centrale, boum, 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 boum. C'est là où chacun va comprendre alors ce que c'est que la guerre. Le régime que vous avez supporté là. Quand vous allez voir comment ils vont vous atteindre au fin fond de vous, c'est là où vous allez regretter.